Merci Fanny. Donc, Valentin Baudouin, je suis vice-président de la Chambre d'agriculture. Donc, en préambule, je voulais quand même dire que cette partie ozon et l'élevage a été, enfin, cette charte a été, comment dire, enfin, c'est un projet de suite au comité élevage qui a souhaité développer un petit peu l'élevage sur le département du Loiret par rapport à notamment des marchés qui pourraient y avoir. Voilà. Donc, par rapport à ça, on a surtout regardé les systèmes au niveau polyculture élevage qui pourraient être des bons moyens de synergie au niveau des exploitations. Donc, comment ça s'est décliné? Donc, en fait, le projet Osons l'élevage, donc c'est de développer de la polyculture élevage soit à l'échelle d'une exploitation, soit à l'échelle d'un territoire. Également, c'est, comment dire, sa destination des éleveurs pour poursuivre l'activité d'élevage dans leur exploitation, et ça va se décliner sur une partie ambition lait dans un deuxième temps, donc on le verra très peu aujourd'hui. Accompagner le maintien des élevages lors des évolutions des exploitations. Voilà. Et puis, un point qui était important, c'était de développer un territoire qui est adapté à l'élevage, et puis des points de vigilance qu'il faudra que l'on fasse attention, c'est le maillage vétérinaire, la main-d'œuvre, tout ce qui est maintenance de bâtiments d'élevage, et puis éventuellement les projets collectifs qu'il peut y avoir. Donc, pour les objectifs, c'est de créer des nouvelles exploitations d'élevage sur l'ensemble du département. Voilà. Parce qu'il peut y avoir dans certaines zones de culture des atouts qui seront développés, et sur d'autres régions, au contraire, de maintenir un système d'élevage. Voilà, donc c'est de promouvoir les systèmes de polyculture élevage donc à l'échelle de tout le territoire, de développer des synergies pérennes entre céréaliers et éleveurs. Voilà, ça peut être sous forme qui seront développées. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur cette charte avec 35 partenaires, voilà, 12 organisations commerciales et puis 19 organisations départementales. Il y a les services de l'État, notamment, également les établissements d'enseignement, le conseil départemental, notamment au titre du plan alimentaire territorial, la volonté de travailler en synergie de tous les partenaires. Voilà, c'est la volonté qu'ils ont exprimée. Et il y a un engagement de tous les partenaires pour une durée de 5 ans, notamment par rapport aux débouchés, sur l'accompagnement des porteurs de projets, sur le partage de savoir-faire autour des différentes actions. Voilà, donc je vais pas citer tous les partenaires, mais voilà, donc vous pouvez voir tous les logos. Et puis je passe la parole à Muriel. Bonjour à tous. Muriel Delahaye de la Chambre d'agriculture. Donc, je suis conseillère à la Chambre. Excusez-nous, il y a un petit problème de son. Donc, voilà, excusez-nous pour le petit problème technique. Donc, je vais vous présenter en fait les atouts des systèmes de polyculture élevage. Donc, le fait d'avoir un atelier d'élevage sur sur une exploitation céréalière permet d'avoir un certain nombre d'intérêts. Merci Agathe. Donc, en fait, les différents atouts qu'on a pu lister, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. On va vous les présenter
les uns après les autres. Donc, le premier atout qui est vraiment important, c'est la sécurisation de l'exploitation. Alors, en termes de sécurité, quand on a un élevage sur une exploitation, quand on apporte un élevage sur une exploitation, l'intérêt, c'est qu'on peut apporter une valeur ajoutée. Donc, notamment, l'élevage va vous permettre d'avoir une source de revenus qui va être différente d'une différente production et d'avoir en fait des apports de trésorerie qui sont réguliers pour certaines des productions d'élevage, ou alors un apport de trésorerie qui va intervenir sur une période différente de celui de la vente des céréales de votre production habituelle. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est que dans certaines productions d'élevage, on peut avoir aussi des prix sécurisés au travers de contrats. C'est le cas notamment des contrats qui sont proposés par les opérateurs pour les systèmes de production en poulet, en dinde ou en standard ou en volaille label, où on a des contrats de 5 à 15 ans qui permettent en fait d'avoir une sécurité du prix sur la durée des investissements, enfin des amortissements d'investissement. On a également des contrats qui peuvent être proposés par les opérateurs comme Sicarev sur l'engraissement en bovin, qui est un contrat d'une durée de 7 ans. En lait, on a également aussi certaines laiteries qui proposent des contrats tripartites qui permettent de garantir en fait un niveau de prix, ou du moins un complément de prix par rapport au prix de base. Et en production porcine, la structure Sirio propose également des contrats sur 10 ans. L'autre intérêt, en fait, en termes de sécurisation, c'est que certaines des productions d'élevage, comme les productions avicoles et les productions d'engraissement en bovin ou en porcin, permettent en fait d'être moins soumis aux aléas climatiques que d'autres productions. Donc ça, c'est quand même des points importants, notamment dans le contexte actuel. L'autre atout important qu'il faut identifier, qu'on a identifié, c'est celui de la complémentarité en fait avec les grandes cultures. Une exploitation, un élevage en fait sur une exploitation de grandes cultures va permettre de consommer les céréales qui sont produites, va permettre également de consommer des coproduits comme les pulpes de betterave surpressées et va permettre également d'utiliser de la paille à la fois pour les besoins de litière et également dans certains ateliers ruminants, la paille elle peut également être consommée dans l'alimentation. Donc, par exemple, sur une exploitation où le potentiel de terre serait de 80 quintaux par hectare en blé, avec un atelier porcin, on va pouvoir consommer l'équivalent on va consommer en paille l'équivalent de 65 hectares excusez-moi, pas en paille, on va consommer l'équivalent de 65 hectares de céréales par l'alimentation des porcins. Au niveau des pulpes de betterave surpressées, avec un atelier de 200 places de jeunes bovins, on va consommer 1600 tonnes de pulpes surpressées. Donc, vous voyez, en fait, l'intérêt, c'est qu'on a les ressources quand même dans notre département et du coup, la consommation d'aliments, l'alimentation, elle est quand même bien en phase, on va dire, avec les systèmes de céréaliers. L'autre point qu'il faut noter, c'est l'utilisation de la paille. Donc là, vous avez les différentes quantités de paille qui peuvent être nécessaires en fonction des types de production. Sur notamment, en fait, sur un atelier d'engraissement de jeunes bovins, par exemple, on va consommer 280 tonnes. Sur de la volaille en dinde ou en poulet, on va être entre 50 et 60 tonnes par an. En poulet label, on est beaucoup moins 16 tonnes. Et en ovin, avec un atelier de 300 brebis, on aurait un besoin de 150 tonnes de paille par an. Donc, la complémentarité entre les productions, elle est vraiment intéressante. Ensuite, une autre partie en termes de complémentarité, c'est la valorisation que peuvent permettre de faire les élevages qui sont présents sur l'exploitation pour de l'entretien de surfaces qui ont des potentiels un peu plus faibles. Et donc, des parcelles en fait, qui ne permettraient pas de sortir des rendements intéressants sur des cultures peuvent être conduites en semis de prairie, en culture fourragère, peuvent aussi permettre des parcours, notamment sur les ateliers de volaille. Donc, on a l'avantage en fait, de pouvoir valoriser toutes ces surfaces avec un atelier d'élevage sur une exploitation céréalière. D'autre part, un des intérêts et qui est important maintenant, notamment par rapport à la réglementation sur les cultures intermédiaires, les CIPAN, c'est que certaines productions ruminantes peuvent permettre en fait de valoriser en quelque sorte les cultures intermédiaires que vous êtes obligé d'implanter devant les cultures de printemps. Et même dans certains cas, en fait, il y a des essais qui sont en cours là-dessus. On a aussi la possibilité de pâturer
à des stades bien spécifiques, des céréales et des betteraves, par exemple, ou éventuellement des repousses de colza. Donc, par exemple, en fait, avec un troupeau de brebis de 300 brebis, on peut pâturer l'équivalent de 13 hectares de couverts. Et sur le pâturage des cultures, qui est quand même quelque chose qui a été pratiqué, on va dire, traditionnellement dans certaines zones céréalières, aujourd'hui, il y a des essais qui sont en cours dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Pâtural, qui permettent d'identifier si le fait de cultiver les céréales, de pâturer les céréales pendant l'hiver ou avant l'hiver, et éventuellement les betteraves sucrières, c'est voir s'il y a un impact non négatif sur la culture de ces céréales, sachant que les premiers essais ont montré des résultats qui étaient positifs et qui sont assez prometteurs. Donc, on a des valorisations possibles. Ensuite, en termes d'atouts, au niveau des systèmes de polyculture élevage, on peut identifier qu'en termes de main-d'œuvre, avec un atelier d'élevage, on va pouvoir conforter la main-d'œuvre, éventuellement en confortant une embauche ou en permettant l'installation d'un jeune agriculteur. Mais on va aussi pouvoir avoir un meilleur équilibre en fait, de la main-d'œuvre avec certaines productions. Comme par exemple, en fonction des productions, on va pouvoir, par exemple, en ovin, choisir les périodes d'agnelage et qu'elles soient calées, on va dire, avec les périodes de disponibilité plus importantes et elles ne sont pas en concurrence avec les périodes de pic de travail de la production de céréales. De la même façon, en bovin, les vélages peuvent être calés en fonction aussi des pics de travail. Et les bâtiments en fait, avicoles, par exemple, sur les productions avicoles en volaille de chair, on va pouvoir organiser les bandes, les vides, en fonction en fait, des périodes de creux. Donc là, vous avez un petit exemple sur la production ovine qui, alors du coup, vous ne voyez pas exactement dans le graphique ce qui est écrit, mais donc qui reprend les différentes périodes de l'année. Donc, en rouge, vous voyez en fait du coup les pics de travail qui correspondent au travail pour la production ovine avec un troupeau de 500 brebis. Donc, avec des pics qui correspondent, des périodes de travail plus importantes qui correspondent en général aux périodes d'agnelage. Mais ces périodes d'agnelage, vous voyez qu'elles ne sont pas concurrentielles avec le travail qui est représenté en jaune sur le graphique de l'activité céréalière, puisque le pic de travail en grande culture et plutôt sur la période de printemps jusqu'à la fin de l'été. Voilà, donc on peut avoir un intérêt en fait d'équilibre au niveau de la main-d'œuvre. Donc ensuite, un des atouts vraiment importants et qui est vraiment, on va dire, au cœur de l'actualité, c'est l'apport en fait avec de l'élevage d'un meilleur équilibre au niveau de l'agronomie. Notamment, on a au travers des effluents d'élevage un apport de fumure qui est intéressant. Donc, qu'on a identifié, qu'on a transformé en quelque sorte en économie, en fait, l'économie d'engrais qui peut être apportée par les effluents produits par chacun des ateliers. Donc, vous voyez en fait que du coup, en bovin et ovin, on va avoir du fumier et en volaille de chair également. En porcin, on va avoir une production de lisier et que les quantités qui sont produites sur l'année, elles vont permettre d'économiser entre 8 000 et 15 000 euros à peu près, selon les types d'ateliers. Sachant que du coup, ça c'est une équivalence engrais qui effectivement ne correspond pas à de l'engrais chimique. Donc du coup, l'épandage est un petit peu différent en termes de manutention, etc., mais qui permet quand même d'avoir une économie non négligeable sur le temps. Autre chose, au niveau agronomique, les effluents en fait, permettent d'apporter de la matière organique dans le sol. Ça, c'est vraiment une réalité que les éleveurs qui pratiquent ces systèmes de production depuis plusieurs années ont observé. Le sol est quand même beaucoup plus riche en matière organique et la vie du sol, du coup, s'en ressent derrière. Par exemple, en fait, on a mesuré que avec 30 tonnes de fumier de bovin, on pouvait apporter un peu plus de 3000 kg de matière organique stable dans les sols. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts importants en termes agronomiques des systèmes de production de polyculture élevage. Un autre intérêt concerne
on va dire, une réponse aux attentes sociétales qu'on peut identifier, notamment par rapport à la pression phytosanitaire. On a observé, bien entendu, que dans les systèmes de polyculture élevage, la pression phytosanitaire était, enfin, la pression de traitement phytosanitaire était bien plus faible que dans les systèmes de production de grandes cultures, et notamment au travers d'un allongement des rotations. Donc là, par exemple, on peut prendre l'exemple en fait d'une exploitation qui a de l'irrigation, qui est en système céréalier, aurait un assolement avec du maïs, du blé, de l'orge, des betteraves et des pommes de terre. En introduisant un atelier ovin sur ce type d'exploitation, on va pouvoir en fait réintégrer des nouvelles cultures comme la luzerne des prairies, et donc en fait avoir déjà une diversité d'assolements qui est plus importante et qui va permettre d'avoir des rotations beaucoup plus longues. Donc là, j'ai un petit exemple qui suit sur les rotations. Donc si on regarde au niveau alors j'espère que vous voyez bien, si on regarde en fait sur une durée de 6 ans, par exemple, là on a une dizaine de parcelles, 11 parcelles, donc avec une rotation par exemple sur la première parcelle de orge, maïs, blé, orge, pommes de terre, blé. Quand on va réintégrer l'élevage dans le système, on va pouvoir en fait réintroduire des prairies par exemple. Et donc si vous regardez sur la parcelle 1, on va avoir une succession qui va être de l'orge et derrière en fait la culture de prairie qui va rester pendant 4 années de suite. Et on va pouvoir réintégrer, ensuite redémarrer une nouvelle rotation à partir de céréales comme du blé par exemple. Donc le fait de pouvoir réintégrer des prairies permet d'avoir des nouvelles têtes de rotation. Et on peut, sur les parcelles qui le permettent en termes de pH, intégrer la culture de luzerne. Donc là, on a l'exemple sur la parcelle 10, si vous voyez, où du coup, la première année, donc, quand l'élevage n'était pas présent, on avait par exemple une succession de cultures de orge, maïs, blé, orge, betterave, blé. Sur cette parcelle-là, on peut en deuxième année réintégrer la luzerne qui va rester implantée pendant 4 ans et ensuite continuer notre culture comme la pomme de terre par exemple. Donc l'avantage, c'est qu'on a des rotations qui s'allongent et aussi des têtes de rotation qui permettent d'avoir des avantages agronomiques puisque la luzerne, par exemple, permet de capter l'azote dans le sol. Alors, si je continue, les systèmes de polyculture élevage sont des systèmes multiperformants qui sont vraiment en adéquation avec les attentes sociétales. Donc, sur la partie agronomique, phytosanitaire, on vient de le voir, mais également parce que c'est des systèmes qui, aujourd'hui, prennent en compte le bien-être animal. On a l'exemple, notamment en volaille de chair, où les bâtiments sont maintenant proposés avec de la lumière naturelle. On a également le respect en fait d'un certain nombre de cahiers des charges, donc la charte des bonnes pratiques d'élevage qui est largement mise en place dans les systèmes laitiers, des cahiers des charges de type label rouge qui aussi en fait exigent un certain nombre de respect en termes de surface de bâtiment, de pratiques qui répondent vraiment au bien-être animal. D'autre part, les systèmes de production aujourd'hui répondent également aux problématiques environnementales et notamment aux démarches de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone. On a un certain nombre d'exploitants qui sont engagés en filière laitière par exemple, mais également en filière bovin dans la démarche label bas carbone et qui ont fait des diagnostics au travers d'un diagnostic qu'on appelle CAP2R qui permettent en fait de faire un diagnostic sur l'équilibre carbone. On observe également, aujourd'hui, on propose des bâtiments avec une basse consommation d'énergie, donc c'est le cas notamment en viande blanche, avec de l'isolation, des matériels spécifiques pour l'éclairage et le chauffage. La plupart des bâtiments aujourd'hui sont en tout cas réfléchis avec une possibilité de proposer des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Donc il y a vraiment tout un travail en fait sur l'énergie de ce côté-là. Ensuite, l'élevage, quand on a de l'élevage en général, on va pouvoir en fait, on observe dans les systèmes d'élevage et notamment en ruminant, ovins et bovins, un maintien en fait possible de la biodiversité, une réponse on va dire aux enjeux de biodiversité, notamment au travers de la création et de l'entretien de prairies, de haies,
et également au travers de l'entretien des parcours de volailles. Donc ça, c'est vraiment des points importants sur ce type de système de polyculture élevage. Également, la réponse de l'élevage aux attentes sociétales sur la partie sanitaire, puisque il y a eu un travail de fait quand même important dans les élevages sur la réduction de l'utilisation des antibiotiques, sur de l'alimentation sans OGM, et également sur le respect de la biosécurité. Aujourd'hui, voilà, on a des élevages qui répondent vraiment à ces attentes sociétales. D'autre part, le métier d'éleveur est devenu un métier moderne, notamment par l'informatisation du suivi des troupeaux. Donc, dans la plupart des élevages aujourd'hui, on est sur des systèmes d'identification électronique. Donc, l'identification des animaux, donc ça c'est le cas pour les ruminants et les porcins également. On a dans les bâtiments des systèmes de surveillance à distance, des systèmes d'alarme. Les troupeaux peuvent être, la gestion des troupeaux peut se faire de façon informatique. Donc voilà, les éleveurs sont connectés et ils gèrent leurs animaux avec tous les outils qu'on peut leur mettre à disposition au niveau informatisation. On a également, en fait, on observe aussi vraiment le développement de nouvelles technologies et d'automatisation du travail. En lait, de plus en plus de robots de traite sont mis en place, la distribution d'alimentation automatique également. Dans les bâtiments avicoles et porcins, la gestion des bâtiments et l'automatisation est vraiment très développée dans les nouveaux bâtiments. Et on a également, en fait, la prise en compte de l'ergonomie dans les ateliers. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un point important. L'élevage, en fait, aujourd'hui, ne se fait pas sans informatisation et automatisation. Alors, du coup, donc les différents atouts qui ont pu être listés aujourd'hui sont donc en termes de sécurisation, de complémentarité de grande culture, de main-d'œuvre, d'équilibre agronomique, de multiperformance et de métiers, sont complétés également par des débouchés qui sont assurés par plusieurs filières et également par un débouché qui se développe vis-à-vis de la consommation locale. Donc, pour vous présenter en fait les marchés qui sont possibles aujourd'hui sur les différentes filières d'élevage, je vais laisser la parole à nos différents interlocuteurs des filières. Donc, on va tout d'abord commencer par… oui, on va peut-être faire un petit point, excusez-moi. Avant de passer à la partie marché, on va peut-être faire un petit point sur les questions, s'il y en a. Il n'y a pas de questions du tout. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à intervenir, du coup. Ok. Et donc, sinon, n'hésitez pas également à poser vos questions au travers du chat. On pourra reprendre les questions. Donc, on va continuer du coup par l'intervention d'Emmanuel Marcel de la coopérative Sicarev Coop sur la filière bovine. Emmanuel, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, oui. Très bien. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Alors, par contre, là… Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? m'entendez? Il faut peut-être remettre votre micro parce que je crois qu'on ne vous entend pas. Ah. Si, on l'entend, Emmanuel. Ah, merci Séverine. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, tout est bon. Oui, tout est bon? Bon. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler des opportunités qu'il peut y avoir au niveau de la filière viande bovine à travers Sicarev Coop. Donc, Sicarev Coop, une coopérative bovine et ovine basée sur plusieurs départements et régions en France, et en particulier le Loiret, avec un outil d'abattage de proximité à Migène. Et donc, les opportunités qui peuvent se voir le jour, et notamment sur des zones de polyculture élevage, c'est un lien avec l'engraissement de jeunes bovins mâles et de génisses rajeunis. Alors, pour deux circuits de distribution assez différents. Concernant les mâles, on est plutôt sur un produit qui est exporté, même si une partie se consomme en France, mais il y a quand même un volet export en carcasse de gibier sur l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc là, il y a une bonne demande donc, à fournir. Et sur le marché des génisses, on est plutôt sur une consommation française.
Donc, en lien avec tout ça, on a des opportunités à proposer aux agriculteurs, dans le sens où on a un petit peu l'ensemble de la filière au niveau de la coopérative. On a une fourniture de bovins maigres, donc que ce soit les broutards ou les laitonnes. Donc, à travers la coopérative, on a une qualité de maigre qui est présente avec des bassins de naisseurs. Ensuite, on a tout ce qui est appui technique pour accompagner l'éleveur dans la mise en production, le financement également avec des partenariats avec des banques, le débouché avec l'abattoir et des contrats sécurisés. Voilà, tout ça, c'est important de le souligner dans le sens où en fait, on calcule un coût de production qu'on ramène au kilo de croix, qui intègre donc les charges opérationnelles, l'alimentation, le sanitaire, les frais d'élevage, etc., les bâtiments et la rémunération de la main-d'œuvre. Voilà. Donc, on est en mesure de garantir une marge aux éleveurs. Donc, on fait abstraction un petit peu du prix d'achat du broutard, du prix de revente du gibet, et on garantit une marge. Donc ça, c'est quand même très, très sécurisant, et sur une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même des systèmes qui peuvent intéresser les agriculteurs. Donc, d'une part, concernant les jeunes bovins sur une partie export, notamment en charolais, et également sur la partie génisse, où là, on a des contrats qui se rapprochent de ceux des jeunes bovins pour de la production de génisse plutôt moins de 18 mois, de 270 à 330 kilos. Et également une génisse un petit peu plus vieille, entre guillemets, puisqu'on peut aller jusqu'à 3 ans sur une filière, notamment pour la filière McDo. Voilà. Donc, on a différents contrats qui peuvent répondre, je pense, à beaucoup de situations avec une sécurisation de la marge. Voilà. Et pas simplement du prix de vente. Donc, ça, j'insiste, puisque c'est quand même, je pense, que ce qui est le plus important pour les agriculteurs. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette filière. Sinon, il sera toujours temps de les poser après. Je vous propose donc de continuer. Merci beaucoup. De rien. Pour cette explication. On va donc passer à la filière ovin également. Il y a une question d'abord, je vois, si vous la voyez, sur les ateliers JB. Séverine Breton, oui, qui doit prendre la parole. Vous m'entendez? Quelle taille d'atelier est plutôt attendue et préconisée aussi éventuellement? Disons que la taille des 200 places de JB… On ne vous entend pas, Manuel. Pardon. Je ne sais pas trop comment il faut que je fasse, puisque j'ai désactivé le son, mais est-ce que c'est bon là ou pas? Non? On vous entend? Oui. Nous, on t'entend bien. Ah, d'accord. Donc oui, la taille de 200 places de JB, c'est quelque chose qui est plutôt optimisé, dans le sens où on va pouvoir gérer des lots assez conséquents, à la fois à la mise en place, à la fois quand on récupère ensuite les taurillons. Donc voilà, on a des modélisations avec des bâtiments types pour faire du 200 places. Après, bien évidemment, on peut monter à 400 places et ensuite, on est aussi tout à fait intéressé par l'étude d'aménagement de bâtiments existants. Disons que le seuil des 80 à 100 places minimum, c'est quand même un minimum pour travailler et pour dégager une marge suffisante, quoi. Voilà. L'optimum étant les 200 places. Voilà. On va donner la parole à Séverine alors. Bonjour, vous m'entendez? Oui, impeccable. Donc, sur la filière ovin-viande, donc oui, je ne me suis pas présentée. Donc, Séverine Breton, directrice de la filière ovine du groupe Sicarev. Donc, on va vous parler un peu plus de la production ovin-viande, ce qui n'interdit pas que s'il y avait des éleveurs qui souhaitaient s'installer en production laitière, on peut aussi assurer la commercialisation des agneaux, sachant qu'elle est un petit peu différente, mais aussi des brebis. Donc, on va plus focaliser sur la partie ovin-viande. Donc, c'est une production qui existe déjà sur le département, mais que l'on souhaite poursuivre de développer, puisqu'il y a déjà un plan de développement qui a été initié il y a 3 ans en partenariat avec les différentes structures, dont certaines qui ont été citées.
L'objectif est d'avoir une production locale sur le département du Loiret qui a la chance d'être à proximité de l'outil d'abattage, puisque dans le cadre du groupe et historiquement pour les productions agricoles de la zone, donc il y a un abattoir spécialisé au vin en parallèle d'une chaîne bovine sur le site de Migène. Donc on reste dans un abattage qui reste de proximité. Et dans le cadre du développement de cette production, on est là aussi pour répondre à une demande de consommation locale, puisque vous savez que sur un certain nombre de produits, on nous demande régulièrement dans les différents circuits de distribution, et je dis bien les différents parce qu'on parle souvent de la GMF, comme ça a été précisé par un peu plus les collectivités et les différents circuits, par une production issue du département du Loiret, et qui permet en fait une communication de proximité entre la production et le consommateur. Faire de ça, c'est aussi puisque la brebis de réforme, elle répond aujourd'hui à une demande de certains marchés et quelle que soit la typologie de brebis. Et si on parle production, en fait, le principal produit attendu, ça reste un agneau avec une typologie plutôt classique. Donc c'est un agneau, on va dire 16-20 kilos, qui est le standard de ce que l'on rencontre aujourd'hui dans nos systèmes, quelle que soit la race, puisque le principe de la production ovine, c'est que, comme ça a été précisé, c'est très, très adaptable en termes de période de production, mais aussi dans le système de production par rapport à la race. Si on veut faire du système bergerie, si on veut faire du système herbagé avec pâturage de couvert, si on veut faire un système mixte, si on a des terres qui ont besoin de races un petit peu plus rustiques par rapport au pâturage ou pas. Voilà, c'est très, très adaptable. Mais la typologie de l'agneau aujourd'hui qui correspond le mieux au marché, c'est un agneau de 16-20 kilos, de classement R et U et d'état d'engraissement 2 et 3. Donc ça, c'est des itinéraires que l'on maîtrise bien et sur lesquels vous pouvez être accompagné sans aucun souci, puisque les accompagnements de la qui vous auront été précisés par Emmanuel Marcel sont inscrits dans des marques, puisqu'on propose des contrats aussi bien en production label rouge, en production agriculture biologique ou sur des marques spécifiques, comme notamment on a une marque Centre Val de Loire aujourd'hui qui est distribuée dans un certain nombre de magasins. Alors, on n'a pas de contrat de prix garanti en production ovine. Par contre, dans le cadre d'actions d'organisation de la production, on propose des périodes avec des compléments de prix garantis sur des valorisations, comme on peut le faire en ce moment sur la période de production de Pâques ou sur les périodes de production pour Noël, puisque ce sont les périodes de forte consommation. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, qui est quand même important en introduction par rapport aux débouchés, c'est qu'en production ovine, on ne produit aujourd'hui malheureusement que 40-45% de ce qu'on consomme sur le territoire français. Et donc, il y a une vraie place pour la production ovine française dans les différents circuits de distribution et de consommation. Alors voilà, je ne vous redirai pas tout ce qui a été présenté par Muriel avant, mais je pense que ça fait partie de ces productions qui s'adaptent vraiment sur les différents systèmes d'exploitation et notamment céréaliers, puisque vous devez tous certainement déjà connaître un agriculteur qui conduit sur une exploitation au système ovin céréales, puisqu'il y en a déjà un certain nombre sur le département du Loiret. Donc voilà de façon un petit peu succincte le projet autour de la production ovine et qui a la chance en plus ces derniers temps d'avoir en termes de rémunération des prix qui sont plutôt rémunérateurs, puisque on est en sous-production et on est aujourd'hui sur une demande d'agneaux français qui est significative dans un équilibre de marché qui est très mondial, puisque il dépend d'un côté de ce que produit le Royaume-Uni et de ce qui s'est passé du Brexit, mais aussi des équilibres mondiaux avec les principaux pays producteurs que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Alors, c'est compliqué en 5 minutes de faire un topo sur la filière ovine, mais voilà, s'il y a des questions, il n'y a aucun souci. Donc, effectivement, on a des questions. Qui sont nos principaux concurrents sur la production ovine? Je ne sais pas si… Alors, aujourd'hui, on avait beaucoup le Royaume-Uni, mais les équilibres de marché font qu'ils servent aussi leur marché. Donc, aujourd'hui, ils nous envoient moins d'animaux, hein, notamment les Anglais. Après, un pays qui se développe en termes de production, il y a l'Espagne, mais avec des typologies d'agneaux qui sont un petit peu différents. Et puis, les principaux concurrents historiques étaient la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais qui aujourd'hui envoient principalement leur production vers la Chine, hein, puisqu'il y a énormément de monde à nourrir en Chine. Et du coup, il y a de moins en moins d'animaux de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui viennent sur notre territoire. Voilà, à l'exception de Pâques, où vous trouvez encore régulièrement des gigots de provenance Nouvelle-Zélande dans les magasins. Très bien, merci. J'ai vu sur une autre question sur la taille de l'atelier aussi. Ça. Alors, la taille de… en fait, c'est un peu particulier parce qu'en fait, tout dépend du dimensionnement qu'on veut avoir en fonction de la main-d'œuvre disponible. Et de l'organisation du travail. Mais on part régulièrement sur des ateliers de 300 brebis qui représentent un tiers-temps, mais c'est un petit peu à la carte, c'est-à-dire que ça s'adapte très très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on en a nourri 150 ou 200, on peut sans aucun problème en nourrir 300. Dans les fiches techniques qui sont les fiches repères, souvent, on part sur 300 brebis. Mais, il y a une autre question, mais je n'ai pas on le temps de la lire. Je vais vous les lire. Autre question, pouvez-vous nous en dire plus sur la marque CVL? Alors, en fait, c'est sur la marque Centre-Val de Loire, c'est une marque qui est propre au groupe Sicarev, marque Tradival. Hein. C'est qu'on a un certain nombre de distributeurs, et aujourd'hui, par exemple, c'est Système U, qui souhaitent en fait proposer à leurs consommateurs des produits qui sont identifiés locaux. Et donc, on collecte toutes les semaines des agneaux, principalement département du Loiret. Alors, en fonction des périodes de l'année qui peuvent être complétées par la production du département du Cher, hein, qui reste en région Centre-Val de Loire, et en fait qui sont relivrés en magasin avec un étiquetage particulier qui met en avant la spécificité Centre-Val de Loire et notamment une communication complémentarité animale végétale. Et en fait, aujourd'hui, la complexité, c'est que les principaux systèmes du département du Loiret étaient plutôt des systèmes bergeries, donc avec des productions d'agneaux sur le début de l'année pour Pâques et en fin d'année pour Noël. Et du coup, avec plutôt des creux de production sur toute la période estivale. Et c'est là où il y a un vrai enjeu, puisque dans le cadre agronomique et des nouveaux éleveurs qui s'installent, ça peut être sur la valorisation des surfaces herbagères ou pâturage découvert. Et du coup, ce qui nous donne des sorties d'agneaux sur la période estivale, donc qui permet de lisser le volume et de répondre à la demande des distributeurs qui souhaitent communiquer sur un produit local. Très bien, je vous remercie. On a une dernière question. Alors, si vous pouvez par contre répondre très vite parce qu'on est un peu, pardon. on est un peu sur le… Non, mais c'est très bien, mais on va essayer de respecter un peu les horaires du webinaire. Donc, la dernière question, peut-on mettre en pâture des animaux proches des habitations? On n'a pas de limite, c'est-à-dire que, aujourd'hui, il faudrait vérifier d'un point de vue réglementaire, mais aujourd'hui, on fait du pâturage sur toutes les surfaces qui peuvent accueillir des brebis et on n'a jamais eu de réclamation ou de points spécifiques sur des distances par rapport aux habitations. Hein. Non, là-dessus, il n'y a pas de critères particuliers. Très bien, je vous remercie. On va enchaîner parce qu'on reste tributaire du temps. Je vais passer la parole à Philippe de la Haye pour la filière porcine et on prendra le temps de répondre aux autres questions qui arrivent dans le chat. Bonjour à tous. Le micro est bon? Tout le monde m'entend? Oui, c'est très bien.
Donc, Séverine est bavarde, je vais essayer d'être un peu plus rapide, mais c'était intéressant. Bon, moi, je vais vous parler de la filière porcine. Donc, Philippe Delahaye, je suis responsable adjoint de la zone nord Sirio. Donc, Sirio, c'est une coopérative spécialisée dans le porc, donc coopérative porcine, qui est sur une grande zone française, on va dire, qui va des Ardennes, on va dire, en passant par le Rhône-Alpes et jusqu'au Lot-et-Garonne. C'est toute la France sauf la grande zone ouest de la Bretagne où il y a beaucoup de cochons. Notre coopérative, il y a 550 adhérents et on produit, commercialise un peu plus d'1 million de porcs par an. Les porcs sont destinés à notre filiale d'abattage, donc commercialisée et valorisée, filière d'abattage qui s'appelle, donc c'est la filière Tradival, avec un site d'abattage dans le Loiret, à côté d'Orléans, à Fleury-les-Aubrais. Donc pour faire un peu plus le focus du porc dans le Loiret, actuellement, on a une douzaine d'élevages porcins dans le Loiret qui produisent 35 000, 36 000 porcs par an. L'abattoir d'Orléans abat par an 550 000 porcs par an. Donc les cochons viennent d'un peu plus loin que le Loiret, j'allais dire malheureusement. Donc un des enjeux, je vais assez rapidement, c'est de rapprocher la production de notre site d'abattage. Alors pour ce faire, l'ambition, c'est de développer la production porcine sur ce département du Loiret avec de nouveaux hommes, de nouveaux hommes avec un grand H, des nouveaux éleveurs, quoi. Donc voilà. La principale difficulté de notre production aujourd'hui, pour trouver de nouveaux éleveurs, ça a été un des freins principaux, c'est le métier de naisseur. Donc on met en place, pour développer ce nouveau projet, un contrat type, donc c'est le type contrat d'intégration d'un bâtiment type et qui est basé sur l'engraissement du porc sur caillebotis, donc sur sol ajouré. Là, donc, on a parlé pas mal de paille dans la présentation précédente. Donc là, on s'abstrait de la paille, mais il peut y avoir aussi d'autres, sur des projets, on peut avoir des projets dans des filières type label rouge qui peuvent être sur paille. Voilà. Au niveau des débouchés, les débouchés du porc, essentiellement français, à 80%. Mais on a un développement de l'exportation depuis 2-3 ans sur l'exportation en Asie et notamment la Chine. Je vais être assez bref. Notre ambition, c'est d'installer, on va dire, 3000 places d'engraissement. On a un bâtiment type qui est basé sur une taille d'élevage de 1000 places. Donc ça, on va dire la correspondance, c'est 3000 places, un bâtiment type de 1000 places, c'est 3 élevages. On va dire que ce n'est pas une grosse ambition, mais je vous rappelle qu'on n'a actuellement que 12 élevages qui existent. Et avec un approvisionnement donc de porcelets qui serait issu d'une maternité collective, on a donc externalisé le naissage dans une maternité spécialisée du naissage du porcelet. Et l'ambition, ce serait aussi de localiser cette maternité collective à proximité du Loiret ou dans le Loiret. Voilà un petit peu le schéma de développement de notre coopérative. Bien, merci. On a une question dans le chat. Y a-t-il un intérêt à produire du cochon de plein air? Peut-on faire de la vente directe? Alors on va dire c'est complètement autorisé, il n'y a pas d'interdiction. L'intérêt du cochon plein air, après, ça va être la valorisation, parce qu'on est sur des marchés, en ce qui nous concerne, le marché du porc, c'est un marché mondial, c'est un marché de pièces de viande, donc on est sur des prix très concurrencés. Après, quand on passe sur du cochon plein air, on a un coût de production qui est complètement déconnecté de ce qu'on peut avoir sur du
du cours conventionnel, on va dire. Donc, ça peut être une valorisation qui peut se faire que par de la filière locale en circuit très court, donc en traduction de la vente directe, quoi. Mais l'intérêt, il est là, donc il faut avoir le marché local de la vente directe. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Agathe Coll sur les filières avicoles, lait et circuits de proximité. Bonjour à tous. Donc, en ce qui concerne donc, la filière avicole, ça reste donc la... Attendez, on a un problème de son, excusez-moi. Voilà, ça reste la première production animale du Loiret, avec à peu près aujourd'hui 200 exploitations professionnelles et une production très diversifiée, hein, de la volaille de chair à la poule pondeuse, à la poulette, à la volaille reproductrice, avec différents outils amont et aval sur le département, ou du moins sur les départements limitrophes. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, hein, effectivement, entre 2015 et 2020, il a été mené un grand plan de relance de la filière qui a permis en fait la concrétisation de 68 projets, dont 20 installations, toutes segmentations confondues. Et donc au total, donc c'est, je me suis trompée dans les chiffres, c'est 99 000 mètres carrés confortés en 5 ans, 51 000 et quelques construits et 47 000 rénovés. Donc, fort de ces 5 ans qui constituent une vraie réussite collective de l'ensemble des acteurs de la filière, mais aussi des acteurs du monde agricole, hein, qui gravitent autour de cette filière avicole, il a été décidé de poursuivre un peu ce plan de filière de 2021 à 2026 à travers un nouveau plan qu'on appellerait plutôt un plan de maintien de la dynamique avicole départementale avec 4 nouveaux objectifs. Le premier qui est de toute façon commun à toutes les filières également, c'est accompagner la transmission des sites de production existants. Il y a un certain nombre de sites qui restent encore très performants et qui seront pertinents à transmettre. C'est des alternatives, on l'a bien vu tout à l'heure, à l'agrandissement foncier aussi dans certains cas. Ces sites-là, il sera certainement nécessaire de les moderniser, également les sites qui ne seront pas forcément transmis, en accord avec les nouvelles chartes d'élevage, les nouvelles attentes sociétales, mais aussi l'évolution des souches à l'intérieur des bâtiments. Ensuite, un autre enjeu est de poursuivre le développement de la multiperformance des élevages. Muriel a parlé tout à l'heure de la multiperformance, on le retrouve pour toutes les productions avicoles. Et puis aussi permettre le développement du parc, toujours en lien avec les marchés, et je vais y venir tout de suite. Le diaporama veut bien avancer. Voilà. Alors, j'ai résumé ça sous cette diapo-là. La filière volaille de chair d'abord. En standard, le marché est principalement là. Également, 40% de la consommation française de poulet est importée. Et donc, c'est ce segment de marché qu'il faut absolument aller reconquérir. Et donc, les organisations de production cherchent absolument aujourd'hui de la volaille standard. En label rouge, on est plutôt sur un maintien des volumes dans notre secteur aujourd'hui, pas forcément un développement du parc, parce qu'il vient d'avoir justement 5 ans de développement et qu'aujourd'hui, il faut toujours rester en accord avec le développement des abattoirs aussi et de la commercialisation derrière. Ensuite, toujours des enjeux de modernisation. Et puis, de plus en plus, on voit apparaître des projets de développement en circuit court, sur de la vente circuit court, mais également de la vente directe. Voilà pour cette partie volaille de chair. Lors d'entretien, on peut un petit peu plus creuser toutes les opportunités. En filière œufs de consommation, les débouchés sont globalement saturés aujourd'hui en France pour toute la partie système alternatif. On a quelques demandes aujourd'hui des besoins en poulettes bio qui sont quand même très ponctuels. Donc, bien à étudier, les dossiers sont à étudier quand vous avez un projet de ce type-là. En circuit court, du coup, beaucoup de projets sont en train de voir le jour. Attention toujours aux débouchés, à bien réaliser des études de marché pour qu'il n'y ait pas de concurrence et surtout que l'atelier reste viable. Enfin, on est un département avec une particularité, c'est qu'on a quand même une filière reproductrice très présente. Et donc, aussi une particularité on a un opérateur, la CAIF, qui n'est pas très loin, qui produit des œufs fécondés pour Pasteur, les vaccins. Grosse tendance en ce moment. Voilà, donc la CAIF aujourd'hui recherche des ateliers. Également Plucon, qui est l'abattoir sur Lyon, qui cherche également des ateliers repro pour travailler en lien avec les ateliers chair et de production derrière. Voilà. Et puis quelques quelques sites qui seront à transmettre et des possibilités de reprise. Voilà rapidement ce que je peux dire sur la filière avicole. J'enchaîne donc
avec les filières lait. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on vous a beaucoup parlé de viande. En ce qui concerne la production laitière sur le département, ovin, caprin, bovin surtout, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en bovin lait, le nombre de producteurs a fortement diminué ces 10 dernières années. On a encore 62 millions de litres produits. En caprin, 34 producteurs qui travaillent principalement autour de sur la zone AOC Chavignol. Et puis, on a 2 producteurs ovins fromagers sur le département. La filière lait, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas forcément au développement, c'est surtout la priorité, maintenir les volumes de lait produits dans le département, localement, assurer le renouvellement des générations pour maintenir ces volumes de lait et surtout essayer de transformer progressivement les exploitations en réponse aux attentes sociétales. Alors, en 2020, il a été rencontré les principales laiteries locales, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, la laiterie Sodial et la laiterie Tribala. Voilà, pour connaître leurs perspectives de développement, leurs perspectives aussi, leurs attentes sur le territoire, et puis les marchés, les leviers, etc. Et parallèlement, 68 entretiens ont été conduits auprès d'éleveurs laitiers, bovins et caprins, afin de connaître eux aussi leur vision. L'objectif aujourd'hui est de construire une vision partagée autour d'un plan de filière qui va émerger en 2021, qu'on a intitulé Ambition lait 2030. Vous en entendrez parler au cours de l'année. Enfin, on vous a parlé principalement jusqu'à présent des filières longues. On a essayé aussi de vous parler un petit peu de circuits courts. Les 2 filières ne s'opposent pas. On peut avoir des projets mixtes, longs plus filière courte. Et donc, notamment, une opportunité aussi de marcher sur le département, c'est cette alimentation de proximité dont on parle énormément à travers le projet alimentaire territorial, donc soutenu par le conseil départemental aujourd'hui, avec ce petit logo que vous pouvez voir aussi associé à Ongeon l'élevage qui s'appelle Mangeons Loiret. Alors, en alimentation de proximité, effectivement, elle est tirée par la restauration collective et cette loi Egalim. Aujourd'hui, les filières viandes sont en cours de structuration, pas toujours facile, mais c'est un projet de développement. Vous avez aussi la possibilité, à travers un outil d'APRO local, de vous, producteurs, choisir vous-même aussi vos propres réseaux de commercialisation. Voilà, donc il y a une faible offre en viande dans le Loiret, il y a la possibilité de faire du circuit court, également en transformation laitière, avec donc aujourd'hui, on le voit un petit peu plus apparaître, un intérêt pour la transformation et la fabrication de yaourts, avec différents projets qui ont vu le jour. Voilà, en très court, pour aller à l'essentiel. Je repasse la parole à Muriel, qui va donc essayer de vous aiguiller si vous posez la question de savoir quel élevage vous devez choisir pour votre exploitation. Merci Agathe. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait un certain nombre de questions et que vous vous intéressez aux productions qui sont présentées. Donc vous pouvez devenir éleveur. Bien entendu, on est là pour vous accompagner. On a juste quelques petits points importants qu'il faut que vous ayez en tête dès lors que vous souhaitez développer un projet d'élevage. C'est tout d'abord ce qu'on a appelé la fibre animale, qui est quand même quelque chose d'important. L'œil de l'éleveur, le côté surveillance, c'est quelque chose qui s'acquiert, bien entendu, mais qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Ensuite, une volonté et une motivation pour se former, puisque vous le savez, en fait, chaque production a besoin en fait à sa technicité spécifique, et c'est également le cas des différentes productions d'élevage. Mais les structures en fait qui sont partenaires du projet Osons l'élevage seront là en fait pour vous accompagner et pour vous aider à trouver des formations adéquates. Dans les points importants, les points de vigilance, on va dire, c'est qu'il faut aussi que sur votre exploitation, vous puissiez avoir un terrain pour l'implantation des bâtiments. Voilà, on est pratiquement dans tous les cas, dans toutes les productions, on a des distances à respecter par rapport aux tiers. Donc là, le strict minimum, c'est la réglementation départementale de 50 mètres, qui est vraiment que pour quasiment des productions ovines et caprines. Il faut savoir que pour toutes les autres productions, c'est un minimum de 100 mètres. Et en fait, plus on est loin des tiers, mieux le projet, moins le projet posera de problème, on va dire ça comme ça. On avait des questions tout à l'heure, je profite pour y répondre rapidement sur le pâturage. Il n'y a pas de distance spécifique, par contre, pour le pâturage vis-à-vis des tiers et des maisons. Par contre, il y a des distances, il y a toute une réglementation sur l'épandage des effluents. En termes de temps à consacrer, dès lors que vous allez développer une nouvelle activité, il y a du temps à y passer.
En élevage, la spécificité, et elle est valable, j'ai envie de dire, également pour toutes les productions, c'est qu'en fait, il y a un besoin de temps de travail régulier, quotidien. Donc, voilà, selon les tailles d'ateliers, bien entendu, hein, mais sur les ateliers qu'on va vous présenter tout à l'heure, on est sur un minimum de 1 à 2 heures par jour, avec bien entendu des périodes avec des travaux spécifiques qui vont nécessiter des journées entières. Hein. Mais c'est vraiment, il y a une astreinte quotidienne de ce côté-là. Des investissements qui doivent être raisonnés aussi en fonction de votre capacité de remboursement et de votre capacité d'investissement. Des projets qui nécessitent de la patience. Bon, alors, c'est pas uniquement, on va dire, il n'y a pas que en élevage, mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand vous avez un projet, il y a quand même un minimum de délai entre le suivi les dossiers administratifs, hein, toutes les étapes administratives, mais également pour les productions ruminantes, voilà, l'achat d'animaux, etc. Donc, il faut compter entre 12 et 24 mois pour une concrétisation de projet. Et également que vous ayez en fait un objectif économique qui soit réaliste. Donc, on avait pas mal de questions sur les tailles de troupeaux, les tailles d'ateliers, les capacités d'investissement, etc. Donc, je vais je ne sais pas si vous voyez bien, vous présenter en fait une synthèse de ce qui peut être proposé, on va dire, dans les ateliers qui vont être développés et sur lesquels les opérateurs peuvent vous accompagner. Donc, notamment en système jeune bovin, que ce soit donc jeune bovin mâle ou génisse, on va proposer, enfin, SIGAREF propose des ateliers d'engraissement en bâtiment avec des bâtiments type sur une structure de 200 places. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir un projet avec moins d'animaux. 200 places avec une structure de bâtiment de 1800 mètres carrés, c'est l'équivalent à peu près d'un mi-temps en termes de main-d'œuvre et donc qui nécessite, comme je disais tout à l'heure, entre 1 et 2 heures minimum par jour, mais avec aussi des journées de travaux plus importantes quand il y a des soins à faire sur les animaux, etc. etc. En termes d'alimentation sur ce type d'atelier, on va avoir une alimentation qui va être basée sur de l'ensilage de maïs, également que ce soit des mâles ou des femelles, et où, on va dire, on peut avoir un mélange en fait, hein, de fourrage, des pulpes surpressées. La spécificité, c'est que sur les jeunes génisses, il faut qu'il y ait quand même un minimum de consommation d'herbe, donc d'ensilage ou d'enrubanage d'herbe. Donc là, on va avoir du coup on va dire un impact sur votre assolement. Qu'est-ce que je voulais pas dire? Oui, donc le SIGAREF vous l'a présenté tout à l'heure sur ces 2 types d'ateliers. On a des possibilités de contractualisation avec du coup une garantie de prix et des contrats d'une durée de 7 ans. Et en termes de marge, on peut attendre en fait une marge directe qui va osciller entre 42 000 et 50 000 euros pour un atelier de 200 places en bovin viande et 32 000 et 48 000 euros pour un atelier de 200 places en jeune génisse. Donc voilà pour la partie bovine. Pour l'engraissement en porcin, ça a été développé un petit peu tout à l'heure aussi lors de l'intervention de Philippe Delahaye. L'engraissement se fait sur des bâtiments sur sol ajouré, donc des bâtiments type de 1000 places, 950 mètres carrés, qui permettent du coup de produire des porcs charcutiers. On va du coup produire une quantité de 2600 porcs. On va pouvoir vendre en fait 2600 porcs charcutiers par an en fait avec ce type de système. L'alimentation, elle est basée uniquement sur des consommations de concentré. Le concentré, il peut être produit par votre exploitation, donc ça peut être des céréales autoproduites qui vont représenter 80% de la ration. Ce type d'atelier en fait nécessite un petit peu moins d'un mi-temps, hein, donc on est sur 0,4 unités de travail par an, avec toujours quand même cette nécessité d'avoir 1h30 à 2 heures de temps de travail par jour au minimum et des journées de travail spécifiques au moment où il faut vider les bâtiments, curer, etc. Donc sur un système d'intégration avec également un prix garanti sur la base d'une grille de rémunération qui va dépendre de votre technicité, on va dire de l'indice de consommation. En termes de marge, on peut attendre une marge de 30 000, je ne dis pas très bien, je suis désolée, de 30 000 à 50 000 euros par atelier pour 1000 places de porc, pour un atelier de 1000 places.
Ensuite, sur la production d'agneaux, sur les systèmes ovins, donc on est plutôt, on propose aujourd'hui plutôt des systèmes de bergerie. Qui dit système de bergerie, ça veut dire que les agneaux sont élevés en bergerie, mais les brebis, elles, passent à peu près la moitié de l'année au pâturage, peuvent sortir et pâturer dehors, et passent l'autre partie de l'année en bâtiment pour les périodes d'agnolage et avec les agneaux. Donc, c'est une production les périodes d'agnolage peuvent être étalées sur l'année. Donc, en général, il y a 2 périodes d'agnolage sur ce système-là. Ça permet de produire 415 agneaux. Et donc, l'alimentation, elle va être basée à la fois, je vous le disais, sur du pâturage, mais également sur de la consommation de fourrage, donc de foin, qui peut être du foin de luzerne, par exemple, du foin de prairie aussi également, et de céréales, sachant que les agneaux sont alimentés avec des céréales et un complémentaire acheté du commerce. Pour un atelier de 300 brebis, il faut compter l'équivalent d'un petit peu moins aussi d'un mi-temps, c'est-à-dire 0,4 unités de main-d'œuvre, avec toujours un minimum d'1 heure par jour. Et faut compter plutôt des journées de 5 heures pour les agnolages, pour les périodes d'agnolage. Et en termes de marge, on peut attendre une marge de 27 000 à 36 000 euros pour ce type d'atelier. Je vais laisser la parole à Agathe qui va détailler les systèmes volailles, les systèmes en aviculture, puisqu'en fait, on a différents types de production, de bâtiments également en fonction des productions. Alors, en volaille, on va parler principalement de mètres carrés, en euros par mètre carré. Alors, vous voyez, je ne vais pas détailler tout le tableau. On va effectivement avoir des systèmes de production différents. Dès l'instant, on va être en standard, donc en claustration, ou si on va partir sur du label, avec l'obligation d'un parcours ou de l'alternative, si jamais on fait de la poule pondeuse ou du fermier. Voilà. Les surfaces de production, aujourd'hui, sur un bâtiment standard, il ne faut pas viser en dessous de 1350 mètres carrés pour que ça reste aussi rentable. En label, on reste toujours limité sur du 400 mètres carrés par bâtiment, avec maximum 1600 mètres carrés sur une même exploitation. Et donc, on a de 1350 mètres carrés à 2000 mètres carrés, généralement, ce qu'on voit aujourd'hui en construction par bâtiment, sachant qu'on peut multiplier les bâtiments si vous le souhaitez. En volaille fermière, on est sur des petits bâtiments, souvent déplaçables, et j'ouvre une parenthèse en rappelant bien dans ces cas-là qu'il est de toute façon nécessaire un permis de construire. Donc, des bâtiments qu'on va dimensionner en fonction du nombre de poulets qu'on veut abattre par lot à chaque fois, et donc multiplier le nombre de cabanes. C'est rare d'aller au-delà de 600 mètres carrés en bâtiment déplaçable aujourd'hui. Vous voyez ensuite, après la ligne qui concerne le nombre de lots par an, eh bien évidemment, ça va dépendre aussi de la durée de production. En standard, on va avoir en poulet standard une rotation beaucoup plus importante, beaucoup plus de périodes de vide et donc des pics de travail un petit peu plus fréquents. Mais on répartit le risque de production sur un nombre plus élevé de lots. En dinde et en volaille label, on est à peu près autour de 3 lots par an. Donc, les densités, ça c'est fortement lié au cahier des charges aussi. En poulet label, je rappelle qu'il y a des normes, une réglementation sur le bien-être animal et donc avec une densité, donc un poids par mètre carré qui ne peut pas être dépassé au bout d'un moment. En volaille label, on est limité à 11 volailles par mètre carré. En volaille fermière, il n'y a pas vraiment de critères, on n'est pas sur un cahier des charges défini. Ceci dit, on a quand même des textes qui nous indiquent ces densités-là que vous trouverez dans le tableau. La main-d'œuvre, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on considère que 3000 mètres carrés, ça correspond à une unité de travail humain, à un temps plein sur une exploitation avicole. Donc, effectivement, à partir du moment, en fonction de la surface que vous souhaitez implanter, on calcule la main-d'œuvre, le temps de travail disponible et nécessaire. En volaille fermière, on n'a peut-être pas forcément beaucoup de temps à passer sur l'élevage. Par contre, le temps, il est vraiment sur la commercialisation et j'insiste vivement sur l'organisation à trouver pour ce type d'atelier. Les contractualisations, en standard, on est plutôt sur du système d'intégration. Dans les autres productions, on est sur plutôt des contrats tripartites, en volaille label notamment. Les marges directes, je ne vous les lis pas, vous les trouverez ici. Bien entendu, donc ça dépend de la surface de bâtiment. Globalement, il faut compter un EBE entre 21 et 27 euros du mètre carré. EBE atelier, bien entendu. Il y a une colonne dont je n'ai pas forcément parlé jusqu'à présent, qui est la volaille reproductrice,
plutôt sur le système CAIF, dont je vous parlais tout à l'heure, qui recherchait vivement des nouveaux ateliers. Vous voyez, donc on est sur un système très particulier, avec donc un lot par an, avec une durée d'élevage de 43 semaines. Les poules et les coqs arrivent à 17 semaines et partent à 60 semaines d'âge. Et donc là, on est par contre donc, sur un système spécifique avec une marge directe plus élevée, mais c'est des systèmes qui sont très verrouillés, c'est pas forcément le terme, mais contrôlés en termes sanitaires, et donc avec notamment des douches à prendre à l'entrée, à la sortie, etc. du bâtiment. Donc c'est un autre type d'élevage voilà, très spécifique. Si vous êtes intéressé, ça fera l'objet d'un entretien particulier. Voilà pour cette présentation. Ensuite, on voulait également vous parler de marge directe sans vous parler d'investissement, ça n'a pas forcément de sens. Donc, je repasse la parole à Muriel. Oui, donc justement pour répondre à une des questions qui a été posée dans le chat sur l'idée en fait de l'investissement moyen sur un bâtiment. Donc là, on a identifié pour chacune des productions, donc on a voilà, en reprenant le nombre de places qui correspondent aux ateliers que qu'on vous a présenté avec Agathe tout de suite, pardon. Et en équivalence, on va dire entre 0,3 et enfin voilà, sur un mi-temps, un peu plus d'un mi-temps ou un petit peu moins d'un mi-temps. On va avoir du coup des tailles de bâtiments qui sont bien entendu différentes d'un système à l'autre. Mais vous voyez du coup que le coût total du bâtiment, il peut osciller. Donc par exemple, en bovin viande, on est autour de 300 000 €. En système ovin, 140 000. En volaille, sur un bâtiment de 1350 m², on va être à 350 000 € à peu près. En volaille label, 2 bâtiments, 185 000, et en porcin, 360 000, sachant que du coup, bien entendu, les durées d'amortissement des bâtiments, elles sont obligatoirement différentes du coup sur ces types de systèmes. Et que surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des solutions en fait qui permettent d'optimiser ces investissements, et notamment dans quasiment en fait tous les systèmes, on va pouvoir associer sur les toitures des bâtiments des panneaux photovoltaïques qui du coup permettent en fait de participer en quelque sorte au financement du bâtiment. Un exemple, dans les bâtiments bovins-viande, le fait d'avoir du photovoltaïque, ça permet en fait en quelque sorte de prendre en charge l'équivalence de la charpente et de la toiture. Voilà. Après, il faut aussi savoir qu'il y a des aides, donc des aides privées qui peuvent être apportées par les organisations de production, soit sur du financement, une participation en quelque sorte au financement des bâtiments, mais également sur du financement d'équipements. On peut aussi avoir du financement, par exemple, pour des systèmes où il y a des achats de troupeaux nécessaires. On a des apports de financement également qui sont proposés par les organisations de production. Ensuite, on a également, et ça c'est vraiment, vous avez entendu les différentes annonces aussi du ministère, on a des aides publiques qui sont proposées au travers du PCAE de la part de l'État et de l'Europe, mais également au travers de programmes comme les CAP filières et les CRST. On va avoir en fait du financement de conseils régionaux, et également le département du Loiret qui a renouvelé, enfin qui a affirmé la participation financière pour l'ensemble des élevages dans le cadre du PCAE. Donc ça, c'est vraiment un des atouts aussi importants qu'on a dans notre département, qui n'est pas valable, qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Voilà, donc tous ces points-là pourront être abordés au moment de l'accompagnement de votre projet. Et là, je redonne la parole à Agathe pour vous présenter la façon dont le projet pourrait être accompagné. Excusez-moi, il y a peut-être une question. Oui ? Non, il n'y a pas de questions. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, peut-être sur les systèmes de production et puis les investissements, les chiffrages? Je propose peut-être que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez aussi intervenir directement, mais sinon, on termine sur l'accompagnement des projets et on vous laisse le temps après de poser vos questions qui arriveront. Alors, c'est beaucoup d'infos qu'on vous a donné, beaucoup de chiffres, donc on sait que vous n'allez pas vous décider tout de suite sur ce que vous voulez faire peut-être, et qu'il sera nécessaire de se revoir pour vous accompagner dans ces projets-là. Petite information, si on oublie, il existe des vidéos qu'on ne peut pas vous passer aujourd'hui parce que le temps est court. Pour chaque production, on a des agriculteurs qui ont accepté de témoigner et qui seront qui doivent être sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture, et peut-être que vous retrouverez sur le site internet également de la Chambre d'agriculture, ce qui vous permettra peut-être de finir de vous convaincre.
Alors, la première chose, si vous avez un projet élevage, il a été créé à partir de ce mois-ci un point accueil Osons l'élevage avec un seul numéro de téléphone à contacter qui vous est indiqué sur le PowerPoint. L'objectif, en fait, c'est de vous proposer un parcours guidé pour votre projet et de nous contacter, assurer le lien avec l'ensemble des partenaires qui seront concernés. Donc, ce sera une seule personne qui suivra votre projet du début à la fin en fonction de la filière que vous choisirez, bien entendu, et des échanges réguliers qui vont vous être proposés tout au long de votre projet. Vous avez la possibilité, bien entendu, de prendre contact directement avec une organisation de production qui elle-même pourra contacter la Chambre d'agriculture et nous informer éventuellement de votre projet ou vous donner de nouveau notre numéro de téléphone. Voilà, c'est ça le sens un petit peu de Osons l'élevage. Alors, ce parcours de projet. On a essayé de vous le résumer sur cette diapositive. La première chose, on vous invite à prendre le temps de votre réflexion préalable. Prendre en compte vos valeurs, vos motivations et votre disponibilité personnelle, mais aussi éventuellement de vos associés, de vos salariés qu'il peut y avoir aujourd'hui sur vos exploitations. Ensuite, découvrir tous les débouchés. Même si vous avez un débouché en particulier en tête, on vous invite à vraiment explorer l'ensemble des systèmes qui vous sont proposés, découvrir, faire des visites. Les éleveurs sont toujours d'accord, sauf en période sanitaire particulière, mais pour vous accueillir, pour échanger avec vous, prendre des stagiaires dans certains cas. Ensuite, après, analysez aussi les opportunités et les menaces de votre environnement avec un grand E, c'est-à-dire votre voisinage, la réglementation autour de votre territoire pour pouvoir vraiment décider le type de projet ou de production que vous allez mettre en place. Après cette première phase de réflexion, on va passer à la phase de l'étude de faisabilité. Alors, avec toujours 3 domaines qu'on aborde avec vous. Le domaine humain, quelles sont vos compétences pour pouvoir faire cette production ? Quelle organisation vous souhaitez trouver et quels sont les besoins éventuels en main-d'œuvre ou comment gérer la main-d'œuvre présente aujourd'hui. Deuxième domaine qui est le domaine économique, bien entendu. On vous proposera des études de marché, des études économiques que vous pourrez choisir de réaliser avec différents partenaires, évidemment du conseil sur la fiscalité, le juridique, des apports concernant les aides éventuelles et vos plans de financement. Et enfin, un facteur important, la technique, on vous conseillera sur le matériel, le foncier, les bâtiments nécessaires et les investissements à réaliser. Après cette grosse phase d'étude de faisabilité, il va falloir engager la phase de les démarches administratives. C'est une phase incontournable, mais si vous êtes bien accompagné et que le planning est bien défini, qui devrait bien se passer. Donc là, il y a toute une phase d'échange autour des contrats commerciaux, des partenariats que vous allez créer, que ce soit avec votre banque, vos assurances, votre organisation de production ou vos différents clients. La notion aussi de création de société dans certains cas. Pour les personnes qui vont s'installer ou qui font des reprises d'exploitation, les démarches sont aussi suffisamment présentées en dehors et ce sera, bien entendu, vous serez accompagné dans ces démarches-là. Des démarches liées aux installations classées pour la protection de l'environnement, à partir du moment où vous passez un certain seuil, un effectif animal sur votre exploitation. Un plan d'épandage à faire dans certains cas, et quand l'exploitation, enfin l'atelier est très conséquent, parfois une étude d'impact ou une enquête publique. Ensuite, il y a également toute la partie de permis de construire et aussi des demandes d'aide pour lesquelles vous pourrez être accompagné. Quand toutes ces démarches seront effectuées, il vous restera à monter votre atelier. Et donc, pour ça, bien entendu, on pourra vous proposer, quels que soient les partenaires, des suivis de chantier, des points réguliers, de l'accompagnement et du suivi technique. Et bien entendu, un point très important, sur les premières années, un suivi de trésorerie. Voilà. Donc, ne soyez pas découragés. Si vous êtes accompagné et qu'on communique régulièrement, toutes ces étapes devraient très bien se passer. Nous arrivons à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et peut-être que sinon, Valentin, on peut vous laisser conclure ce webinaire d'un peu plus d'1 heure. Oui, il y a M. Fortin aussi, président de la Chambre, qui voudra s'adresser à vous. Je coupe mon micro. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose. J'ai bien vu les tableaux de marge et je crois que par rapport à ça, il ne faut pas avoir qu'une approche comptable des choses. Je crois que l'intérêt d'introduire de l'élevage dans un système existant, c'est d'avoir vraiment une vision globale des choses. Et effectivement, il y a des résultats. Il y a des résultats, il y a des marges qui sont. Mais nous, on ne vous entend pas, M. Fortin, malheureusement, je suis désolée. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons un souci encore.
Je ne sais pas si les autres peuvent dire s'ils vous entendent. Pour ma part, on entend bien Jean-Marie. On entend bien Jean-Marie, oui. Ouais, enfin, je continue, je vais faire vite, hein. Donc, effectivement, vous avez montré des résultats de marge, effectivement, qui sont intéressants, mais qui ont une dimension, effectivement, comptable d'un atelier. Et l'intérêt aujourd'hui d'introduire de l'élevage dans un système existant, c'est bien d'avoir une vision globale et voir toutes les synergies qui peuvent se développer auprès d'un système existant. Je pense effectivement au développement effectivement de la qualité agronomique des terrains, à la valorisation de certaines cultures, aussi à l'intérêt de pouvoir valoriser un salarié. Je pense, et quand je dis ça, je pense que c'est quand même très, très important aujourd'hui de trouver des systèmes pour qu'un agriculteur ne soit pas tout seul. Parce que quand on est tout seul sur une exploitation, en fait, on a une capacité d'innovation, de créativité qui est réduite. Et chaque fois qu'on peut mettre effectivement du monde, de l'humain sur une exploitation, c'est qu'on développe la capacité de créativité, d'innovation sur l'exploitation. Et ça me semble très important. Alors, c'est vrai que je crois que par rapport à ces problématiques-là, il faut vraiment qu'on ait une vision globale des choses. Il y a l'aspect comptable hein, de l'élevage, ça c'est important, mais voir tout ce que ça apporte, et puis tout ce que ça apporte aussi sur l'équilibre, la sécurité d'une exploitation, quelle qu'elle soit, d'un système. Voilà. L'idée, c'est bien effectivement de sécuriser des systèmes, aussi bien sécuriser l'exploitant que sécuriser économiquement l'exploitation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, merci Jean-Marie de ce complément. S'il n'y a pas de questions particulières, je vais juste rajouter que donc, au travers de tous les documents qui vous ont été présentés, donc, vous pouvez voir toutes les opportunités de marché et repréciser qu'il n'y a pas d'opposition entre les filières, hein, que ce soit les unes ou les autres. Bien au contraire, l'élevage a tout l'intérêt dans le département du Loiret par rapport à toute la notion agronomique que Jean-Marie l'a encore rappelé à nouveau, et bien d'avoir des synergies, et notamment dans notre département. Donc vous avez pu le voir, il y a un partenariat fort qui va permettre de structurer l'accompagnement des projets viables, vivables et durables. Hein, on est toujours sur ces notions-là. Voilà un petit peu pour ma part de ce que j'en ai retenu. Et puis, je remercie si je ne me trompe pas, avoir eu 42 participants. Et puis, je remercie également tout le monde qui a préparé ce document ce soir. Voilà. Eh bien, je vous dis, osons l'élevage ensemble. Voilà. Bonne soirée. Ouais. Merci Valentin. Juste du coup, si vous souhaitez en fait revoir le diaporama, parce qu'il y a effectivement, comme disait Agathe, beaucoup d'informations dedans, nous allons du coup le mettre en ligne sur le site de la Chambre, donc vous pourrez le retrouver. Et la vidéo a également été enregistrée, donc vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez. Voilà, les liens vous seront diffusés dans les jours qui viennent. Il y avait peut-être autre chose. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un justement qui demande dans le chat hein, qui n'a pas vu le début. Donc pour répondre à cette question-là, eh bien voilà, le PowerPoint, il va être diffusé et de toute façon la visio sera revue possible. On pourra revoir la visio en replay. Donc, on remercie l'ensemble des intervenants qui ont participé à cette réunion et il y a également une enquête de satisfaction qui vous sera envoyée par mail la suite à votre inscription. Merci en tout cas de votre participation et n'hésitez pas du coup à nous contacter si vous avez plus de questions pour vos projets. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir.
On va vous répondre par chat pour ceux qui veulent poser des questions. On va rester un petit peu sur les chats. N'hésitez pas à nous poser des questions supplémentaires si vous souhaitez. En privé également, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas que ce soit commun, il n'y a pas de souci. On va rester un petit peu sur le chat si vous voulez. Et bonne soirée à tous pour ceux qui s'en vont. Merci d'avoir assisté à ce webinaire.